Bonjour à tous. Merci d'être présent ici. Je suis donc Olivier Crouzet, le directeur pédagogique de l'école 42. Je vais vous parler un petit peu éducation aujourd'hui, au milieu de cette journée DevOps. Et je vous parlerai bien évidemment aussi de l'école 42, qu'est-ce qu'on y fait, comment est-ce qu'on fonctionne, etc. Mais peut-être avant de commencer, juste pour replanter un petit peu le décor, il se trouve que il y a un certain temps, bon, ça remonte à presque une vingtaine d'années maintenant, il se trouve que j'ai été Ops aussi. Alors c'était donc entre 96 et 2000, ça date un petit peu. C'était à une époque où on avait tout un tas de processus au sein de l'entreprise qui étaient encore assez classiques, de processus métiers qui étaient encore avec du papier, avec un certain nombre de choses qui se faisaient à la main. Et qui prenait du coup du temps. Et donc à cette époque-là, quand j'avais ce rôle, on était en pleine phase justement d'automatisation. On était en train petit à petit de commencer à faire dévier toute cette partie papier, tous ces processus métiers qui étaient complètement, je dirais, humains, à les faire basculer vers cette fois-ci du numérique avec des ordinateurs qui commençaient à complètement se généraliser, à un certain nombre de choses qui se faisaient non plus avec des dossiers papier, mais avec cette fois-ci avec du réseau, avec alors des disquettes, j'ai mis un certain nombre de choses et d'éléments qu'on avait à cette époque-là. On avait d'ailleurs à cette époque-là encore pas mal de techno qui étaient naissantes, qui étaient loin d'être aussi complètes et aussi parfaites que ce qu'on a de nos jours. J'ai des souvenirs de journées de configuration qui étaient difficiles, de journées qui étaient relativement longues et qui demandaient énormément de manipulation. Dès qu'il y avait un serveur qui sautait, ça y est, on était bon pour la nuit, pour tout réinstaller à la main, devoir se réinstaller l'OS, refaire toute la configuration. On n'avait pas tout un tas d'automatismes qu'il y a aujourd'hui sur l'ensemble de nos systèmes. Je me souviens d'agendas qui sont passés péniblement d'un grand tableau dans une salle avec des gens qui mettaient des petites fiches dans un tableau à trous vers un agenda partagé, etc. On a eu donc toute cette phase d'automatisation, des outils de supervision qui étaient lourds, qui n'étaient vraiment pas conviviaux. On a quand même fait un petit peu de chemin depuis. Mais depuis 2000, on a aussi surtout en fait, ouvert de nouvelles voies. C'est-à-dire qu'on a switché de mes flèches grises et on a commencé à voir apparaître un certain nombre de mes flèches vertes, c'est-à-dire un certain nombre de raccourcis, c'est-à-dire un certain nombre de nouvelles façons de faire du business. On a commencé petit à petit à ne plus simplement chercher à automatiser des processus métiers qui étaient existants auparavant, mais on a commencé, grâce au numérique, et grâce à toute cette évolution technologique qu'on a depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, on a commencé à trouver des nouvelles voies et se rendre compte qu'il y avait des nouvelles façons de pouvoir faire du business, certaines qui allaient être des raccourcis, certaines qui allaient complètement bypasser des pans entiers, certaines qui allaient révolutionner la façon dont les relations se passent entre l'entreprise, ses fournisseurs, ou même éventuellement ses clients. Ici, j'indique typiquement un consommateur qui va directement agir sur le système d'information de l'entreprise parce qu'il est sur son site web et qu'il est en train de se commander sa dernière paire de chaussures qui l'intéresse. Il choisit son modèle, il choisit sa couleur, il choisit les options qu'il veut mettre dessus. Résultat, c'est envoyé directement dans le flux informatique et l'usine, elle va construire directement ce que le consommateur il a demandé. On a donc des nouveaux modèles économiques qui sont en train de se mettre en place au travers de cette révolution numérique. On dépasse du stade de la simple automatisation, de processus qui étaient existants au préalable, et on se dirige vers ces nouveaux processus qui finalement créent des nouveaux modèles économiques. Alors les consommateurs, eux, ils ont aussi des nouvelles armes à leur disposition, ils vont commencer à discuter entre eux, ils vont se rejoindre sur les réseaux sociaux, et ça, c'est encore des éléments qui vont permettre, alors j'ai mis la flèche que dans un sens, mais elle marcherait dans les deux sens, à la fois pour l'entreprise d'avoir des nouveaux vecteurs pour toucher, pour aller communiquer, discuter, ou en tout cas faire passer un certain nombre de messages à ses consommateurs, mais on a aussi l'inverse, évidemment, des remontées d'informations sur la stratégie, des informations des utilisateurs qui vont influencer sur la stratégie, cette fois-ci de l'entreprise. Alors,
Ces modèles-là, je pense que normalement, c'est des choses qui commencent à être rentrées bien dans les mœurs. Vous commencez à les connaître relativement bien. On parle suffisamment de gens comme Uber, Airbnb, qui, alors, eux, bon, ils ont peut-être un petit avantage quelque part. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu à passer finalement de mes flèches grises à mes flèches vertes, mais ils ont construit directement quelque chose de nouveau avec des flèches vertes from scratch, parce qu'ils ont débuté leur activité. Mais ça sous-entend que, on le voit justement avec tous les gens qui sont en concurrence avec Uber, ou tous les gens qui souffrent finalement de cette concurrence-là, ou tous les groupes d'hôteliers classiques face à Airbnb, qui sont dans la difficulté parce qu'eux, ils doivent effectuer cette transformation entre ces processus métiers qui étaient purement automatisés vers ces nouvelles formes de modèles économiques qui doivent arriver à mettre en place pour pouvoir être au même niveau que finalement ces entre guillemets start-up, même si elles sont plutôt jeunes, mais en tout cas elles ont débuté avec cette révolution numérique. Alors c'est valable bien évidemment sur l'aspect modèle économique, c'est aussi valable sur le relationnel. C'est quelque chose qui ne touche pas uniquement que les entreprises, c'est quelque chose même qui va au-delà et qui a un impact direct sur la société. Auparavant, on avait des gens qui entre eux allaient s'envoyer des courriers. Ils allaient prendre leur feuille de papier, ils allaient gratter un truc dessus, ils allaient l'envoyer par la poste, ça allait partir. On a mécanisé ça, on a automatisé ça. C'est devenu l'email. Je pense que son nom est assez explicite. Electronic Mail, ça vient bien du fait qu'on a voulu reproduire le même processus qu'on utilisait en papier, on a voulu le reproduire sous forme digitale. Mais aujourd'hui, voilà, on a de nouveau ce passage de ces processus précédents qui étaient informatisés vers, cette fois-ci, des nouveaux processus qui sont là grâce au numérique et qui ne pourraient pas exister si le numérique n'était pas là, que sont les réseaux sociaux, que sont de nouvelles façons de communiquer, de nouvelles façons pour les gens d'être entre eux, de se regrouper et derrière, évidemment, d'être en relationnel avec eux. Alors, moi, mon domaine de prédilection, c'est la partie éducation, donc je n'allais pas évidemment en rester là, et aussi vous parler de dire qu'est-ce qui se passe sur l'aspect éducatif. Alors c'est peut-être parce que je suis, j'ai envie de dire peut-être un petit peu sur la partie pionnière de l'état de l'art sur le côté éducatif, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de retard. Pour moi, on a aujourd'hui un système éducatif qui est encore en phase d'automatisation. C'est-à-dire que de la salle de classe, telle qu'on la connaît, petit à petit, on a l'outil numérique qui y rentre, mais uniquement pour supporter des processus pédagogiques qui étaient déjà là. C'est-à-dire qu'en lieu et place d'un tableau noir avec une craie, on va se retrouver avec un tableau interactif. Tant que ça offre un petit peu plus de possibilités, mais finalement, ce qu'on va y faire avec reste encore bien souvent identique à ce qu'on pouvait faire avec un tableau noir, pour l'avoir personnellement vécu par rapport à mes enfants qui sont scolarisés en ce moment. Également, des vidéos, des PowerPoint, des slides, des choses comme ça qui vont remplacer éventuellement ou compléter des bouquins. Alors, on n'a pas, de mon point de vue, sur une bonne partie du système éducatif, ce nouveau shift que permet la révolution numérique. On commence à avoir les premiers éléments qui apparaissent. J'ai mis ici edX, France Université Numérique, qui sont des MOOC, il y en a tout un tas d'autres évidemment, et qui sont justement une première pierre sur quels sont les nouveaux chemins, quels sont ces nouveaux processus pédagogiques qu'on peut mettre en place grâce au numérique qu'on ne pouvait pas mettre en place avant. J'ai aussi voulu mettre Wikipédia. Wikipédia, c'est quelque chose qui, pour moi, me semble plus un symbole. C'est le symbole d'un rapport au savoir qui change. Jusqu'à présent, dans la salle de classe, une grande partie du temps était consacrée au transfert de connaissances entre le professeur et les élèves. Aujourd'hui, Wikipédia, pour moi, symbolise le fait que le savoir est accessible et disponible tout le temps, par tout le monde. Et ça change un certain nombre de choses. Et c'est quelque chose qui est, pour moi, pas du tout exploité encore pour l'instant du côté des salles de classe, qui pourraient gagner le temps de la transmission pour pouvoir, derrière, faire d'autres choses, éventuellement des parcours plus personnalisés avec les étudiants, avec les élèves, etc. Donc on a cette opportunité que nous offre le numérique, qui est d'avoir une relation au savoir, une relation à la connaissance, qui est profondément différente. Alors, toutes ces transformations-là, j'ai envie de dire, nous, les professionnels du IT, globalement, on va être les gens qui vont opérer. On est les mieux placés pour pouvoir, dans une entreprise,
Alors, on a fait toute la partie automatisation, et cette fois-ci, on est aussi, nous aussi, les mieux placés pour pouvoir, dans l'entreprise, amener ces nouvelles voies, amener ces nouveaux modèles économiques. Mais ça veut dire que, quelque part, on doit changer de rôle. D'un rôle qui était relativement, je dirais peut-être plus centré techniquement, il faut qu'on arrive à changer, finalement, notre rôle pour avoir quelque chose de plus stratégique, quelque chose qui va être davantage en interaction avec les autres services de l'entreprise et quelque chose qui va aussi être davantage être en interaction avec les différents clients et avec leurs différents secteurs de métiers différents. Aujourd'hui, la révolution numérique est aussi dans une phase où elle sort du juste le numérique pour les entreprises du numérique, mais non, aujourd'hui, ça commence à toucher, je ne sais pas, le médical, le social, banque, assurance, ça faisait déjà un bout de temps, mais en tout cas, voilà, tous les secteurs d'activité maintenant sont sur cette ligne de la transformation numérique. Alors nous, de notre côté, on a pu identifier un certain nombre de compétences qui nous semblent indispensables dans ce changement de rôle. On a toujours besoin d'avoir des devs, des ops qui sont toujours techniquement opérationnels, qui sont toujours d'un bon niveau, mais on a aussi besoin d'avoir des gens qui vont être capables d'avoir ces différentes compétences pour pouvoir assurer ce nouveau rôle, pour pouvoir être capable d'avoir dans l'entreprise ce rôle stratégique qui est quelque chose de vraiment important, qui va pouvoir amener à mettre en place justement ces nouveaux modèles économiques, ces nouveaux chemins que nous propose le numérique. À noter typiquement, j'avais été il y a quelques années assez surpris de la différence qu'on avait déjà entre les boards des entreprises françaises où on n'avait pas de CTO ou bien on avait assez peu de personnes qui s'y connaissaient vraiment bien techniquement pour pouvoir justement interagir et interférer dans la stratégie de l'entreprise, alors que c'était une pratique qui semblait déjà beaucoup plus courante dans les entreprises américaines. C'est un ressenti purement personnel, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'avait marqué à ce moment-là. Alors ces compétences, j'en ai listé ici les premières qui me sont venues à l'esprit, mais je pense qu'il y en a probablement un certain nombre d'autres qu'on peut rajouter aussi. Résolution de problèmes. Si aujourd'hui on a quelqu'un qui n'est plus uniquement dans son rôle technique, mais qui va devoir interagir avec tout un tas de choses, avec tout un tas de personnes, avec tout un tas de secteurs d'activité, il va se retrouver confronté à un échange avec des gens qui sont de cultures différentes, avec des gens qui sont de cultures professionnelles, j'entends, différentes, dont le cœur de métier n'est pas de l'informatique, etc. Et on va se retrouver à devoir être capable de résoudre, je dirais, davantage de problèmes pour pouvoir interagir correctement et pour pouvoir trouver des solutions IT pour ces gens-là. Le fait que le numérique se répand dans tout un tas de secteurs d'activité et touche, j'ai envie de dire, pratiquement tous les services de l'entreprise, ça multiplie de façon exponentielle les combinaisons qui sont possibles et qui font que, finalement, dans nos formations respectives, on ne pourra probablement plus jamais avoir un panel suffisamment large et suffisamment complet de tous les cas de figure qu'on va rencontrer en entreprise. Donc, il y a besoin de développer cette compétence pour résoudre des problèmes. Le deuxième point qui m'est venu à l'esprit, c'est la créativité. La créativité, c'est pour nous quelque chose qui va permettre, c'est le think out of the box, c'est ce qui va permettre l'innovation dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose dont les entreprises aujourd'hui sont énormément friandes. Et c'est ce qui, justement, va permettre aussi d'imaginer ces nouvelles voies, ces nouvelles façons d'insérer, d'utiliser le numérique pour avoir ces nouveaux modèles économiques. Toujours mes flèches vertes tout à l'heure par rapport à mes flèches grises. Et c'est ce qui permet finalement d'avoir des gens qui vont être force de proposition pour pouvoir aller dans ce sens-là. La collaboration est aussi quelque chose qui nous semble important. Il fut un temps, on pouvait faire tenir dans une seule tête tous les paramètres qui permettent de définir une stratégie, de créer un produit qui va être compétitif et qui va fonctionner sur le marché. Aujourd'hui, on estime qu'on ne peut plus avoir dans une seule tête tous les paramètres qui sont nécessaires au bon déroulement d'un produit, au bon achèvement d'un produit, que ce soit un service, un produit, quel que soit le type d'entreprise. On a besoin d'avoir des gens qui vont être de nature différente, qui vont être créatifs, qui vont chacun avoir leur vision, leur point de vue et leurs idées différentes, qui vont collaborer ensemble pour pouvoir réussir à avancer et pouvoir faire cette fois-ci vraiment des produits qui vont pouvoir être compétitifs et qui vont bien englober
tout ce à quoi il faut penser aujourd'hui pour pouvoir être au top sur le marché. Tout ça, ça demande un certain nombre de qualités d'adaptation, et ça demande aussi un certain nombre de qualités d'auto-formation. Mon rôle de directeur pédagogique sur l'école 42, c'est essayer de définir un contenu pour mes étudiants. En fait, je suis bien embêté. Je suis bien embêté parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de technos. Quand ils vont sortir dans 3 ans, quels seront les technos, j'en sais rien, qui seront à la mode. Dans 5 ans, dans 10 ans et pendant toute une carrière, pendant 40 ans, qu'est-ce que je dois leur mettre pendant ces 3 ans pour être sûr que ça va couvrir tout ce qu'ils vont faire pendant 40 ans. En fait, globalement, je ne sais absolument pas quoi mettre là-dedans. La seule solution que j'ai, c'est de rendre mes étudiants capables d'aller s'adapter aux nouvelles technos qui vont sortir, d'aller chercher les infos dont ils vont avoir besoin, d'arriver à se les approprier, les manipuler pour pouvoir produire les différents projets dont ils vont avoir besoin au niveau de leur entreprise. Tout ça, je l'ai mis en dernier, mais finalement, c'est peut-être une synthèse des précédents. C'est une forme d'agilité intellectuelle. Et quand je regarde finalement ces différentes compétences, quelque part, j'ai envie de dire que ça se rapproche de l'idée que je me fais de la mouvance DevOps, qui consiste justement à avoir des équipes Dev, des équipes Ops qui vont se rapprocher, qui vont être en mode beaucoup plus agile. Alors je parle ici plus d'agilité intellectuelle, mais elle englobe aussi forcément les principes d'agilité classiques qu'on connaît au niveau du IT. Alors c'est dans cette optique-là, c'est avec cette volonté de vouloir amener les étudiants sur ces compétences-là, que du coup on a lancé 42. Alors 42, si on y regarde un petit peu plus près, qu'est-ce que c'est? Juste pour resituer, il y en a peut-être certains qui ne sont pas forcément tous au courant, c'est donc une école d'informatique. On est situé pas très loin d'ici, on est dans le 17e, à côté de Porte de Clichy, et globalement, c'est une école qui a été créée en 2013 par Xavier Niel, et dont le but est de répondre à un certain nombre de problématiques que, entre autres, Xavier Niel a pu rencontrer. On a aujourd'hui une problématique de manque de professionnels du numérique. La France est considérée par les économistes comme étant la 5e économie mondiale, ou la 6e, ça dépend des gens qui font ce genre d'études-là. Mais, manque de bol, on est seulement 20e économie sur le plan du numérique. C'est-à-dire qu'on a un décalage entre notre puissance économique complète et la part du numérique à l'intérieur, en termes de production, en termes de PIB, etc. Donc on se retrouve finalement avec un déficit de personnes qui sont pour soutenir toute cette économie numérique. Globalement, ça se traduit par un manque de professionnels IT qui sont correctement formés pour pouvoir justement effectuer cette transition entre toujours mes flèches grises et mes flèches vertes. Un manque de professionnels IT pour pouvoir assurer cette transformation digitale au sein des entreprises. La Commission européenne a fait, il y a 3 ans maintenant, en 2013, un audit, et elle a essayé de prévoir quel serait finalement l'état de cette population de professionnels du numérique, comme ils les appellent, et ils ont estimé qu'à horizon 2020, c'est-à-dire on est déjà à mi-parcours, on aurait en Europe un manque de pratiquement 1 million de professionnels correctement formés pour pouvoir assurer cette transformation. On a mis un certain nombre de choses qui sont en place. Ça a été déclenché en 2013. L'idée de ce rapport était effectivement de lancer un certain nombre de choses pour essayer d'améliorer les choses. Mais je pense que dans 3 ans, on aura encore un certain nombre de manques en la matière. Et en France en particulier, c'est quelque chose qui est notamment dû à notre système éducatif, qui, de mon point de vue, pour l'instant, n'est pas adapté à ce que demande la transformation numérique, c'est-à-dire que notre système éducatif ne produit pas les compétences qu'on a évoquées et qu'on a mentionnées juste avant. De mon point de vue, on a aujourd'hui un désamour, une désynchronisation entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe dans la société, que ce soit à la maison ou que ce soit dans le monde professionnel. On est en décalage entre les deux. D'un côté, j'ai une salle de classe, j'ai une école, j'ai un système éducatif qui ont pleinement joué leur rôle jusqu'à présent. C'est-à-dire que c'est cette école-là qui nous a permis d'être 5e puissance économique mondiale, parce qu'elle a été faite en réponse à la révolution industrielle il y a presque 150 ans maintenant, et elle a formaté les jeunes pour s'adapter dans ce moule-là.
C'est-à-dire qu'on a des élèves qui, dans le système éducatif, sont généralement normés et sont sur une phase et un processus d'apprentissage qui est individuel. Mais aujourd'hui, depuis maintenant une bonne dizaine d'années ou une quinzaine d'années, on se retrouve avec le besoin justement de nouvelles compétences qu'on a vues tout à l'heure. Non plus des gens qui sont normés, mais au contraire des gens qui vont être créatifs, c'est-à-dire des gens qui vont tous penser différemment. Non plus des gens qui vont apprendre de façon individuelle, mais au contraire des gens qui vont devoir collaborer. Aujourd'hui, collaborer à l'école, ça s'appelle toujours tricher, et on a le droit à une mauvaise note, quoi. Donc, il y a encore un truc qui ne va pas complètement là-dedans. Et collaborer et avec ce côté créatif sont pour nous des éléments qui sont essentiels pour pouvoir assurer cette transformation digitale. Alors, quels sont les choix qu'on a mis en place, nous, pour chercher à renforcer, à essayer de combler ce manque de professionnels numériques avec ces bonnes compétences? On a donc créé l'école 42. Vous avez ici une image d'une des salles machines. On a quelque chose comme à peu près 300 machines, ou presque, sur cet étage-là. Et on a 3 étages identiques. Donc sur l'ensemble de l'école, c'est presque 900 machines qui sont disponibles pour les étudiants. L'école est ouverte 24/24, 7/7. Les étudiants peuvent venir et sortir et rentrer quand ils veulent sortir. Il n'y a aucun souci là-dessus. On a mis des locaux qui sont volontairement attrayants, où ils vont se sentir à l'aise, pour notre population assez orientée geek quand même, il faut le dire. Et l'idée est de pouvoir jouer de cette façon-là sur leur motivation. On a fait d'autres choix aussi à la création de l'école 42. On a voulu absolument aucun prérequis éducatif. Si on considère que le format de l'école aujourd'hui n'est pas en phase avec le format de la société, pourquoi est-ce qu'on irait chercher l'échelle de valeur de l'école pour savoir si les gens ont du talent pour le numérique? Exactement de la même façon que, de mon point de vue, les grands entrepreneurs en France, ceux qui marquent l'histoire de la France, de leur passage, sont autant des gens qui sortent des grandes écoles que des gens qui sont complètement autodidactes ou presque. Je pense que le système éducatif, ou en tout cas l'échelle de valeur, qui va permettre de vérifier un certain nombre de compétences et de connaissances des gens, il y a des valeurs qui ne sont pas révélées par cette échelle-là. Être entreprenant en fait partie pour moi, et avoir du talent pour le numérique en fait également partie. Du coup, on a décidé de s'abstraire complètement de cette échelle de valeur, donc qu'on ait des gens qui soient décrocheurs ou qu'on ait des gens qui soient doctorants, on va leur laisser la possibilité de passer les tests d'admission à 42. Les tests d'admission à 42, du coup, on va chercher à voir s'ils ont ce talent pour le numérique. Et pour pouvoir faire ça, on va faire une série de tests qui est relativement long, une première série en ligne. On poursuit derrière avec un mois complet à l'école, qu'on appelle la piscine, qui ne doit pas être étranger, je pense, à une partie d'entre vous. Et l'idée, c'est de les immerger complètement dans comment on va travailler pendant les 3 ans à peu près de la scolarité. Tout de suite se rendre compte si les étudiants, ça leur plaît, et tout de suite se rendre compte si les étudiants ils sont adaptés à ce modèle pédagogique-là. Parce que pour le coup, on n'a pas choisi volontairement de faire quelque chose de différent de l'éducation nationale, on a par contre choisi un modèle pédagogique qui, pour nous, va permettre de développer les fameuses compétences dont on parlait au-dessus. Mais il y a des gens qui sont adaptés à ce modèle-là et d'autres qui ne le sont pas. Donc on a besoin d'avoir cet élément de sélection. Il y a un autre élément qui nous semblait important. L'enquête PISA de 2013 a mis en évidence qu'en France particulièrement, on a une forte corrélation entre le niveau social des gens et leur capacité à faire des hautes études ou des études supérieures qui vont être relativement longues. C'est-à-dire que malheureusement, d'après l'OCDE qui fait l'enquête PISA, on entretient le niveau social des gens là où l'école devrait être au contraire un ascenseur social. On a donc voulu, sur 42, avoir une scolarité qui était complètement gratuite, de sorte que quelqu'un qui est d'un niveau social plutôt précaire ait autant de chances, finalement, d'arriver au bout que quelqu'un qui avait un niveau social plutôt aisé. Donc on a voulu aussi se démarquer de cette chose-là qui, a priori, visiblement, en France, est quand même une sorte de problème. Et c'est dommage, finalement, pour aller jusqu'à l'extrême, de ne pas, offrir une chance
à des décrocheurs qui sont dans une certaine précarité sociale, alors qu'ils ont du talent justement pour le numérique. Bon, j'ai pris un petit peu l'extrême, bien que souvent, plus par expérience, les deux sont parfois corrélés. Alors justement, pour pouvoir proposer quelque chose de différent, on a mis en place ce qu'on appelle le peer learning. Le peer learning, comme le peer-to-peer, c'est-à-dire l'enseignement pair à pair. Donc comment ça marche? Pour faire relativement simple, on a enlevé les cours et on a enlevé les profs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Wikipédia. Aujourd'hui, la connaissance, elle est accessible par tout le monde, n'importe où. Donc si vous avez un écran, un ordinateur et une connexion Internet, ça suffit. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Le professeur n'a plus besoin de transmettre de l'information, puisqu'elle est complètement disponible. Et cela dit, on va donner la responsabilité à l'étudiant de faire finalement une partie du boulot du professeur. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a en plus une certaine forme de valeur. Aujourd'hui, c'est plus connaître l'information, détenir l'information qui a de la valeur, mais c'est être capable de la chercher, être capable de la filtrer parmi les tonnes d'informations connexes ou de sources d'informations qu'on peut avoir, être capable de la bidouiller, de la machiner, de se l'approprier pour pouvoir au final construire et produire quelque chose avec cette information-là. Donc du coup, on a enlevé effectivement l'ensemble des profs. On a juste une équipe pédagogique qui va être là, qui va permettre de manager, de faire un macro-management au niveau du cursus. Alors bien évidemment, c'est quelque chose qui est un petit peu extrême. Si certains cherchent à faire une forme de parallèle avec l'école et notre système d'éducation publique, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait faire comme ça. Nous, on a des étudiants qui sont majeurs, on a des étudiants qui sont tous geeks, qui sont tous ultra passionnés, on n'a pas besoin de leur botter les fesses le matin, ou assez peu, pour qu'ils viennent à l'école et faire les projets qu'on leur propose. Donc on a un certain nombre d'avantages qui permettent aussi cette chose-là. Il y a un certain nombre de contextes, typiquement un contexte plus scolaire. Si on voulait pouvoir reproduire quelque chose de la sorte, on aurait toujours besoin de professeurs pour créer un contexte d'apprentissage favorable pour les élèves. Alors ensuite, on a un fonctionnement qui est 100% projet, qui est 100% pratique. Les étudiants sont face à un projet. Ils sont face à un projet qui contient une nouveauté, qui contient une difficulté, et pour lequel ils n'ont pas la solution. Et leur job, ça va être justement de trouver une solution à ce problème-là. Exactement avec ce que je viens de dire auparavant. Ils vont refaire des recherches, ils vont apprendre à filtrer leurs infos, ils vont apprendre à tester, vérifier, contrôler, affirmer ou infirmer les différentes infos qu'ils ont trouvées. Ils vont voir si elles s'appliquent à leur contexte, et ils vont chercher petit à petit à les mettre en œuvre jusqu'à ce qu'ils finissent par réussir le projet qu'ils ont devant eux. Une fois que le projet est validé, ça débloque le ou les projets qui suivent dans le cursus. Finalement, les étudiants sont, j'ai envie de dire, sur une sorte de graphe à choix multiples, et ils vont avancer à leur rythme dans ce parcours-là. Pour pouvoir fonctionner, les étudiants ont besoin de collaborer. Quand on est seul face à un problème, bien souvent, même si Google est notre ami, on va se retrouver quand même un petit peu bloqué. Donc il y a un élément qui est absolument fondamental, c'est le fait de devoir discuter avec les autres. Que ce soit un projet à rendre en groupe, c'est la plupart des projets, ou que ce soit un projet à solo, on dit aux étudiants, vous avez besoin de réfléchir à plusieurs. Vous avez besoin de débattre entre vous. Vous avez besoin d'exposer qu'est-ce que vous pensez du sujet, comment vous le comprenez, quelles sont les pistes que vous envisagez, et derrière, que eux vous disent « ouais, je pense que ton idée, elle est bien, je pense que ton idée, elle n'est pas bien », que eux exposent aussi leur propre vision du problème, et derrière, vous allez pouvoir, comme ça, à partir de chaque individu et ses propres idées, mais pas de solution globale, vous concerter, créer de l'intelligence collective, avec souvent une dose de créativité à ce moment-là, et alors commencer à voir émerger des solutions réalistes qui vont permettre de mener le projet jusqu'au bout. Alors, pour ceux qui s'intéressent particulièrement à l'aspect pédagogie, ça fait référence à du socio-constructivisme chez Piaget, et je pourrais en discuter avec vous un petit peu plus longuement après, si vous voulez. Un dernier point sur notre mode de fonctionnement, c'est toute la partie évaluation. L'évaluation, c'est quelque chose qu'il faut garder. Il y a beaucoup de débats au niveau de l'école publique sur est-ce qu'il faut garder les notes, est-ce qu'il faut enlever les notes, est-ce qu'il faut mettre des smileys, des ronds, des croix, des je sais pas quoi. L'évaluation, de toute façon, il faut la garder parce qu'elle est présente dans le monde réel. À la fin, votre client, il achète le produit ou ne l'achète pas. C'est d'ailleurs même assez binaire comme évaluation et assez, je dirais, violent comme évaluation.
On a besoin d'avoir des étudiants qui vont rester avec ça en tête. Le fait que si leur projet ne fonctionne pas, si leur logiciel qu'on leur a demandé de créer ne fonctionne pas, ça va tout mettre par terre. Et on n'en veut pas, et le projet, il vaut 0. On a mis en place de la peer évaluation, ou du peer correcting. C'est-à-dire que chaque étudiant, pour son projet, il a dit, voilà, j'ai fini mon projet, il va se faire évaluer par 3, 5, 10, en fonction des projets, autres étudiants de la promotion. De la sorte, il va avoir entre autant de notes différentes. Elles sont souvent différentes parce que chaque correcteur, chaque évaluateur va arriver avec son propre jeu de test. Il va avoir une série de notes différentes qui vont probablement lui permettre d'avoir un point de vue assez global sur ce que vaut vraiment son projet. On essaie de sortir du mécanisme de stigmatisation de l'échec qui est présent dans le système éducatif classique. Souvent, alors à tort, parce que les profs ils ne sont pas tous méchants, il ne faut pas pousser, mais les étudiants, les élèves qui, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui met la note, se disent « ouais, mais il n'a pas compris ce que je voulais écrire ou ce que je voulais dire, mais en fait le prof il m'aime pas, etc. » Bon. On voulait sortir de ce mécanisme-là, et du coup, on a opté pour le choix du peer correcting. Le fait d'avoir non pas quelqu'un qui est hiérarchiquement supérieur, qui vous donne une note de façon ascendante, enfin descendante, mais au contraire d'avoir 5 personnes qui sont, j'ai envie de dire, au même niveau que vous, qui en savent pas forcément plus que vous, puisqu'ils sont en train de faire les mêmes projets que vous en même temps que vous, et que 5 personnes du même niveau que moi qui me disent que mon projet il vaut rien et qu'il est nul, en règle générale, j'ai plutôt tendance à l'accepter et à me dire « ok, ça va pas, il faut que je recommence ». Le fait de pouvoir recommencer, quand un projet est échoué, fait aussi partie de notre méthode. On a complètement gamifié le cursus. C'est-à-dire l'ensemble des étudiants progressent dans le cursus comme dans un jeu vidéo. Lorsqu'ils valident un projet, ils gagnent des points d'expérience, ils montent de level en level, ils ont des quêtes, ils ont des achievements, et ils ont tout un tas de choses qui vont se rapporter au jeu vidéo. Et dans un jeu vidéo, c'est normal de se tromper, c'est normal de réessayer, c'est normal de recommencer. Il y a personne, moi je connais personne qui va acheter un jeu vidéo parce qu'il est sûr qu'il va pouvoir passer tous les niveaux les uns après les autres du premier coup sans se tromper. Au contraire, généralement, on va acheter un jeu vidéo parce qu'on sait qu'on va se planter 2 fois sur le premier niveau, qu'on va se planter 10 fois sur le deuxième, et ainsi de suite. Et c'est normal, dans cette dynamique-là, de recommencer, de réessayer après les différentes phases d'échec. On veut légitimer le fait que c'est normal de se tromper, le fait que c'est normal d'avoir un échec, de faire des erreurs et de recommencer. Même si l'expérience faisant, l'idée est qu'à la fin du cursus, on a des gens qui vont pouvoir rapidement dire « ok, cette voie-là qu'on a commencé à emprunter », très vite pouvoir dire « non, on la ferme parce que là, elle ne va pas, on va prendre une autre voie » et pouvoir optimiser évidemment toute cette partie de recherche et d'expérimentation sur les thématiques nouvelles que les gens abordent. Donc voilà globalement à peu près comment fonctionne le système du peer learning sur 42. Alors pour moi aujourd'hui, on est vraiment sur une situation nouvelle qui n'a jamais été vue avant. La révolution numérique est pour moi quelque chose qui est fondamentalement beaucoup plus fort que les révolutions précédentes. On a à la fois un changement de l'accès au savoir et on a à la fois un changement de la structure économique dans nos entreprises. Pour moi, cette révolution numérique, c'est comme si on avait en simultané l'imprimerie de Gutenberg et la révolution industrielle. Ce qui fait qu'on est sur des changements qui ont des impacts qui sont beaucoup plus importants et qui sont beaucoup plus forts. Le numérique, l'IT, c'est justement le support de cette révolution. Et nous, les professionnels du IT, on est là au milieu. Et notre job doit évoluer. On doit passer de cette phase qui était la nôtre jusqu'à présent, qui consistait à automatiser des processus métiers qui existaient avant l'arrivée de l'informatique. On doit passer à ces nouveaux rôles qui sont beaucoup plus stratégiques, qui sont beaucoup plus au cœur de l'entreprise, qui sont en interaction avec beaucoup plus de monde, et qui vont demander tout un tas de nouvelles compétences. C'est un tout nouvel état d'esprit qu'il nous faut avoir pour pouvoir entraîner nos entreprises respectives sur la bonne voie, je dirais, de cette révolution numérique. Et même au-delà, c'est, de mon point de vue, un besoin absolument indispensable pour l'ensemble de la société. Et c'est là où, généralement, j'ai tendance à vouloir
bien volontiers mettre un certain nombre de coups de pied à notre système éducatif pour pouvoir essayer d'avancer plus rapidement dans ce sens-là. Et c'est finalement dans cet état d'esprit qu'on essaie d'en tirer et d'entraîner l'ensemble de nos étudiants sur 42. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, je suis tout à vous. Bonjour. Bonjour. Donc, je dirais, la formation à l'école 42, elle est fondée sur l'hypothèse que les contenus générés sur Google ou sur Wikipédia vont aller grandissant et seront produits par des personnes compétentes. Donc, si jamais ces personnes-là ne produisent plus de contenu, est-ce que votre formation sont en adéquation avec le marché? Alors, je pense qu'il y a déjà énormément de contenu. Des personnes compétentes, pas forcément. Il me semble important d'avoir des étudiants qui vont être capables de filtrer justement ces différents contenus et de s'apercevoir que ce n'est pas sur le premier contenu qui tombe que dedans ils ont découvert la vérité. Surtout que typiquement sur l'aspect informatique, sur l'aspect numérique, la vérité est quelque chose qui est dangereux. C'est-à-dire que ce qui est vrai aujourd'hui dans une entreprise n'est peut-être pas vrai aujourd'hui dans une autre entreprise. Entre, je ne sais pas, une PME qui a besoin de s'étaler au niveau régional et une entreprise nationale qui a besoin de s'étaler au niveau international, il n'y a pas les mêmes choix techniques qui vont être faits. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est peut-être pas vrai demain. Aujourd'hui, on a un certain rapport entre la puissance des machines, les capacités de stockage et les capacités de réseau. Ça fait partie des choses que j'ai vues sacrément évoluer. Il y a des moments où le goulot d'étranglement, c'était le réseau. Donc du coup, il y avait un certain nombre de choix qui étaient faits pour pouvoir limiter le réseau et on délocalisait la puissance de calcul. À un autre moment, au contraire, le réseau est plutôt très à l'aise. Donc pour moi, l'ensemble des contenus a vocation à toujours systématiquement être pris avec énormément de pincettes. Et en particulier, typiquement, des contenus académiques. J'aime beaucoup l'anecdote de que je ne vous dise pas de bêtises, c'est une grosse administration qui classe des gens qui sont une partie de la population française et qui a besoin d'avoir un fichier qui est trié tous les jours pour l'ouverture des agences le matin à 8h du matin. Et évidemment, chaque journée, il y a un peu de bazar qui est mis parce qu'il y a des opérations qui sont faites sur certains des dossiers des Français au milieu, de certains Français. Et du coup, on se retrouve avec le soir, de nouveau, cette liste qui est complètement à trier. Un premier programme est fait pendant la nuit, ça trie complètement de nouveau ce fichier avec je ne sais plus combien, 3 millions d'entrées. Ça remonte à un bout de temps, donc il n'y avait pas beaucoup de puissance de calcul à cette époque-là. Du coup, on commençait à avoir un problème parce qu'on avait choisi le meilleur tri. On avait ouvert un bouquin et on avait dit ok, le tri le plus rapide, c'est celui-là. Et du coup, on l'a implémenté et ça mettait toute la nuit pour trier. Sauf qu'on s'était retrouvé dans la situation où cette liste elle était à 98% triée tous les jours et tous les soirs. Donc finalement, utiliser un quicksort, ce n'était pas franchement top, là où un tri par insertion fonctionnait beaucoup mieux. Pour ceux qui voient à peu près de quoi je parle. Donc globalement, le savoir qui pour moi est dans les livres est par moments dangereux s'il est complètement mis hors contexte. Donc je veux que mes étudiants soient systématiquement capables de toujours aller chercher tout un tas d'informations le plus possible, et ça ils vont le faire par eux-mêmes d'une part, mais ils vont aussi le faire en discutant avec leurs autres collègues, parce qu'il y a quand même suffisamment de sources d'informations pour que chaque étudiant qui, avec sa propre compréhension et sa propre interprétation, va avoir des vues et des points de vue différents. Pour moi, on est dans une situation où déjà aujourd'hui, il y a énormément de possibilités et de combinaisons pour systématiquement en trouver une qui va arriver jusqu'au bout. D'autant plus qu'à résultat fonctionnel égal, on ne va pas forcément avoir des projets qui vont se comporter, ou en tout cas qui vont fonctionner exactement de la même façon. Donc on peut avoir je ne sais pas des milliers, mais en tout cas on peut avoir énormément de façons différentes d'avoir des projets qui vont donner le même résultat fonctionnel et qui vont être utilisés exactement de la même façon à la fin. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir absolument conserver. Là, c'est moi qui ai une question.
Vous avez Oui. parlé tout à l'heure, je pense, de votre façon, j'imagine, de recruter les étudiants. Vous dites que tout le monde ne peut pas s'adapter à ce mode de fonctionnement. Tout à fait. Et qu'est-ce qui vous fait penser ça, ou comment est-ce que vous décidez cette personne s'adaptera ou s'adaptera pas? On recrée justement pendant la période de sélection le même contexte que celui qui va être le leur pendant les 3 années de scolarité. Donc on se donne un mois pour se dire à la fin du mois, ok, est-ce que les personnes finalement elles sont à l'aise dans cette façon de fonctionner? Parce qu'on passe d'une classe traditionnelle avec 25 ou 30 élèves par classe, avec un prof toutes les heures qui change, qui donne de l'info, à tu rentres, tu vas t'asseoir devant un poste et puis là tu te débrouilles, quoi. Donc c'est pour certains au contraire très révélateur, ils se sentent tout de suite très à l'aise là-dedans, et d'autres, ils sont complètement perdus. Ils ne savent pas où est-ce qu'il faut cliquer. Il n'y a pas quelqu'un qui leur a dit tu fais ça, puis après tu fais ça, puis après tu fais ça, puis après tu fais ça. Et certaines personnes ne peuvent pas fonctionner s'ils ne sont pas dans ce contexte-là. Donc ça, pour vous, c'est l'immersion totale qui permet... Pour nous, voilà, c'est les mettre déjà pendant la sélection, exactement dans le même contexte, dans la même situation dans laquelle ils seront pendant leur scolarité. Et donc là, on voit si ça marche ou ça ne marche pas. Et concrètement, par rapport à un ensemble d'étudiants qui arrivent au moment de cette sélection, on en a un bon tiers à qui on ne va rien dire et qui va se rendre compte tout seul que ça ne leur convient pas, quoi. Parce qu'ils vont se rendre compte, au secours, je suis tombé chez des fous, chez des ovnis, ça ne va pas, il faut que j'aille faire autre chose, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de sélection préalable? C'est directement... on a une série de tests en ligne. Et là aussi, on a beaucoup d'abandon pendant la partie de tests, la série de tests en ligne. Et la plupart des gens qui arrivent en fin des tests en ligne vont passer dans cette phase de test à l'école. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Vous avez expliqué comment vous accompagnez les élèves qui peuvent se former, qui peuvent découvrir, mais comment vous accompagnez au niveau des lacunes, des manques, comment vous pouvez accompagner des personnes qui, à un moment donné, n'arrivent pas à intégrer un contenu ou bloquent sur un niveau? Le point principal est vraiment la collaboration. C'est-à-dire qu'on leur dit change d'interlocuteur. Soit c'est que tu restes tout seul devant ton ordinateur et que tu ne communiques pas suffisamment avec d'autres personnes qui sont en train de plancher sur le même problème que toi. Soit c'est que l'étudiant est en train de discuter ou essayer de réfléchir avec des gens qui sont déjà beaucoup plus loin dans le cursus, qui n'ont pas le même niveau de réflexion. Assez rapidement, ça se fait assez naturellement, assez rapidement, on a des gens qui vont être de même niveau, qui vont fonctionner, j'ai envie de dire, de la même façon et à peu près au même rythme, qui vont se mettre ensemble et qui du coup vont rester à peu près synchro. Et quand ils vont se poser, l'un va se poser une question, en fait, l'autre sera en train de se la poser en même temps, et ensemble, ils vont pouvoir être plus efficaces pour pouvoir réussir à y trouver un certain nombre de solutions. On a spontanément aussi des étudiants qui vont organiser des espèces de groupes de discussion un petit peu plus importants. Ils vont prendre notre seul et unique amphi qui sert que pour les conférences. Et ils vont se dire, ceux qui sont en train de bosser sur ce projet-là, qui ont tel ou tel type de problème, je vous propose de faire une réunion tel jour, telle heure. Nous, on gère absolument rien. Les étudiants réservent l'amphi tout seuls. Mais c'est vrai que ça demande, pour avoir cette spontanéité-là, c'est pas, je dirais, offert à tout le monde, surtout en sortie directe du système classique. On veut les rendre plus autonomes, on veut les rendre plus responsables. On ne fait rien de proactif au niveau global. On ne fait rien de proactif. On ne fait rien de proactif au niveau individuel. On fait uniquement que de la macro-gestion au niveau du cursus. Quand on a des grosses tendances sur une promo ou sur l'ensemble de notre flux d'étudiants, on va chercher à gérer. On ne fait rien de spécifique pour un étudiant donné. Par contre, si un étudiant, lui, veut venir nous voir pour en discuter et en débattre avec nous, on est tout à fait dispo pour ça. Souvent, il y a des problématiques personnelles qui rentrent en jeu, des étudiants qui disent « là, je suis bloqué sur tel projet, comment je fais ?» On discute avec lui, on essaie de voir quelles sont les pistes qu'il a étudiées et de quelle façon il pourrait, quelles seraient les nouvelles options ou les nouvelles choses qu'il pourrait faire pour pouvoir se débloquer par rapport à ce projet-là. Donc on va être de conseil, on va essayer aussi de façon régulière sur l'ensemble de la promo de faire diffuser un certain nombre de messages sur
ce que nous, on pense être des pratiques à peu près raisonnables, qui ne s'appliquent pas systématiquement à tout le monde, mais sur des pratiques que la majorité mériterait de suivre plus ou moins, ou peut-être d'adapter un peu personnellement. Mais en tout cas, on essaie de faire passer des tendances générales pour que les étudiants puissent progresser. Bonjour. Vous avez commencé votre présentation en parlant de modèle économique en fait là, et vous parliez en fait de scolarité gratuite. Moi j'aimerais savoir comment vous financez en fait tout ça. Pour l'instant, les 10 premières années de 42 sont financées par le mécénat de Xavier Niel. Ok. Est-ce qu'il n'y aurait pas un conflit d'intérêt un peu là-dedans? Lui a monté l'école parce qu'il subissait de plein fouet, j'ai envie de dire, ce manque de professionnels du numérique. Après, il ne va pas embaucher 3000 personnes chez Free. Non. Donc, il poste des annonces exactement comme toutes les autres entreprises qui recherchent des stagiaires ou qui cherchent à embaucher des gens. Donc, ça se fait de la même façon. Et oui, on a dû avoir, je ne sais pas, une dizaine d'étudiants qui, depuis les 3 ans, a commencé à faire un certain nombre de stages chez Free. Il y en a qui ont continué. Il y en a d'autres qui sont revenus dans le cursus ou qui sont après allés sur d'autres entreprises. Ça se fait, je dirais, de façon identique à n'importe quelle autre entreprise qui est aussi en recherche forte de professionnels qui ont les compétences qu'on espère normalement développer au sein de 42. Bonjour. Bonjour. Vous avez commencé votre discours en disant que l'une des qualités que vous aimeriez que vos élèves acquièrent, c'était l'agilité. Et est-ce que vous, en tant qu'équipe pédagogique, durant ces 3 premières années du déroulement de l'école 42, vous avez eu un retour d'expérience et vous vous êtes adapté par rapport à un contenu de projet qui n'allait pas forcément dans le sens que vous pensiez initialement? Est-ce que vous êtes également flexible par rapport On fait ça tout le temps. D'accord. Donc, c'est-à-dire, on peut imaginer que la première année, en 2013, les différentes étapes qu'il y avait pour accéder... On a fait des gros changements entre la première promotion de 2013 et la promotion qui a suivi en 2014. Et chaque année, il y a des variations plus ou moins importantes. Et en règle générale, systématiquement, en retour par rapport à ce qu'on voit, soit par rapport à des biais qui apparaissent dans la mécanique qu'on a mis en place, soit par rapport, et surtout, parce que c'est quand même ça l'objectif, les retours des entreprises qui sont notre élément de contrôle principal. Par rapport aux informations qu'on peut avoir sur des retours de stage ou sur des taux d'employabilité ou sur le nombre d'étudiants aussi typiquement qui va interrompre son cursus. Comme c'est, je dirais, un contexte qui est assez peu contraignant, on a beaucoup d'étudiants qui ne finissent pas complètement leur cursus, mais qui ont des opportunités professionnelles et qui lancent vraiment leur carrière alors qu'ils ont fait que 2/3 de leur scolarité typiquement. Donc c'est aussi fait partie des choses qu'on doit prendre en compte d'une façon ou d'une autre dans le cursus. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous automatisez chez 42 ? Qu'est-ce qu'on automatise ? Oui. On automatise beaucoup de choses. De mon point de vue, on automatise toute la pédagogie. On a toute une partie évidemment technique, avec pratiquement 900 Mac, dont tout ce qui est nouveau dump est complètement automatisé. Toute une partie de gestion de l'ensemble des services qui sont disponibles pour les étudiants, qui sont le plus possible automatisés. Dès que ça crache, on remonte une VM en 5 minutes avec toute la conf prête dedans, etc. Et puis après, donc, il y a toute la partie pédagogique qui est complètement automatisée. C'est-à-dire que l'équipe pédagogique, c'est en fonction des moments entre 5 et 10 personnes, quoi, pour bientôt 3000 étudiants. Donc si on n'a pas quelque chose qui est complètement automatisé, on ne s'en sort pas. C'est-à-dire qu'un étudiant peut tout à fait faire ses 3 années de scolarité sans parler à un seul membre de l'école.
L'inscription avec la sécurité sociale étudiante, c'est automatisé. Derrière, tout le processus de candidature est complètement automatisé. Il y a des envois de mails, de SMS qui se font tout seuls très bien comme il faut. Il y a toute une partie après, dans le cursus où l'étudiant s'inscrit sur les différents projets qui sont accessibles. Une fois qu'il valide, ça va être automatisé, ou en tout cas, ça va se gérer uniquement entre les étudiants, ceux qui vont faire l'évaluation et ceux qui doivent se faire corriger. La progression derrière, elle est automatique aussi. Nous, à partir du moment où on va déposer un projet dans le graphe de projet que constitue le cursus pour les étudiants, avec des prérequis particuliers et derrière, donnant droit à l'accès à d'autres projets, ainsi de suite. Dès lors que nous, on a posé un projet, l'idée est que ça soit complètement automatique et qu'à part corriger des typos, corriger des moulinettes qui ne font pas des contrôles automatiques, parce que certains projets sont corrigés par des programmes automatiques, et que des fois, ces éléments de correction ne sont pas tout à fait conformes au sujet, par exemple. Voilà, on va faire des corrections qui vont être à la marge, mais l'idée est de rendre l'ensemble de la progression dans le cursus complètement automatique et qu'on n'ait vraiment pas à s'en occuper, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à la question. J'ai une autre question, mais elle sort peut-être un peu du cadre. D'après vous, qu'est-ce qui fait que les jeunes donc, qui arrivent, certains correspondent, on va dire, au modèle et d'autres pas? Ça vient d'où? Quels sont les facteurs? Très bonne question. Je pense que c'est lié, de mon point de vue, à la façon dont les gens sont capables d'apprendre. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses. Alors, je ne sais pas si c'est inné ou pas. Là, il faudrait aller fouiller probablement chez des neurologues, chez des spécialistes de l'apprentissage du cerveau, des spécialistes cognitifs, pour savoir de quelle façon fonctionne le cerveau et pourquoi est-ce qu'on est plus réceptif à une façon d'apprendre qu'une autre. Je ne vois pas forcément de cause directe à ça. C'est peut-être lié à l'environnement dans la petite enfance ou j'en sais rien. Et je pense que là, pour le coup, on n'est pas spécialiste pour ce genre de choses. De la même façon qu'il y en a qui sont peut-être plus sensibles à la vue ou à l'ouïe par rapport à, même typiquement, à prendre ses cours au collège ou au lycée. Je me souviens que moi, mes cours, j'ai une représentation visuelle de mes cours. J'avais des copains qui, eux, étaient avec leur dictaphone. Ils avaient enregistré soit le cours du prof, soit ils s'étaient enregistrés en lisant le cours. Et ils arrivaient à retenir ça parce que, visiblement, c'était par le son qu'ils arrivaient davantage à retenir leur... Et le mode collaboratif permet de faire travailler, on va dire, et l'ouïe et la vue. Il y a quelque chose qui me semble important. Il n'y a peut-être pas tout le monde qui est adapté à notre façon de fonctionner. J'ai par contre l'impression que notre mode de fonctionnement est quand même assez proche du mode de fonctionnement d'un certain nombre d'entreprises. Et du coup, il y a quand même naturellement ce besoin. S'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise dans la partie apprentissage collaboratif, quelle est la part de dîner, quelle est la part de 15 années d'éducation auparavant? J'ai quand même l'impression, en tout cas, que c'est une tendance qui se généralise au bout. Et idéalement, j'aimerais pouvoir me convaincre que finalement, n'importe qui postule à 42 pourrait arriver à s'épanouir d'une façon ou d'une autre dans ce modèle-là. Parce que j'y vois au moins un but. Après, je ne voudrais pas forcer forcément les gens, mais j'ai l'impression que ça a quand même un lien, une corrélation avec ce qui peut se passer dans leur job par la suite. Donc quelqu'un qui n'aurait pas cet aspect-là et qui aurait peut-être fait une formation, je ne sais pas, d'approche beaucoup plus théorique, qu'est-ce que ça peut donner en entreprise? Je ne suis peut-être pas le meilleur placé pour savoir ça, et s'il serait aussi à l'aise finalement, parce que c'est son mode de fonctionnement à lui, je ne sais pas. Merci. Bien, s'il n'y a plus de questions. Je crois qu'on a un peu dépassé le timing. S'il y en a encore une devant, la ligne dernière. Si collaborer, c'est plus tricher, comment on triche chez 42 et qu'est-ce que vous faites pour contrer ça? Comment on triche chez 42? C'est très facile de tricher chez 42. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire comprendre aux gens qu'ils ont le temps d'apprendre, ils ont le temps de prendre le temps d'apprendre, et que tricher, finalement, ça va juste les desservir eux.
même si sur du long terme, s'ils arrivent à tricher sur du long terme, ça pourrait nuire à l'ensemble de la communauté, l'image de l'école, etc. Bien évidemment. On veut, et ça on est obligé de faire passer des messages régulièrement, on veut leur faire comprendre que voilà, ils vont tricher, ils vont se mettre à dos leurs potes qui voudront plus être dans les groupes de projets avec eux, et au final, ils seront dans un état, j'ai envie de dire, végétatif. On essaie de leur faire comprendre très régulièrement que c'est pas pour leurs parents qui travaillent, que c'est pas pour nous qui travaillent, que c'est bien pour eux. Et ils sont dans un cursus qui est complètement décloisonné temporellement, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le temps qu'il leur faut pour faire les projets, pour assimiler les choses. On part vraiment du principe que chaque étudiant ne va pas avoir le même temps d'assimilation pour aborder la même notion, qui ne va pas non plus être prêt au même moment que son voisin pour pouvoir arriver à faire ça. Donc c'est un gros travail de pédagogie, parce qu'on a toujours des étudiants qui se disent « Ah, mais vite, j'ai envie de finir, j'ai besoin de finir », mais en fait, ils ne savent même pas, je suis sûr, pourquoi ils ont besoin de finir impérativement tel projet à tel moment. Soit il y a des contraintes purement extérieures ou familiales, etc. Mais voilà, ils sont dans une scolarité gratuite, on l'a calibré pour 3 ans. S'ils veulent mettre ça sur 5 années parce qu'ils ont besoin de plus de temps pour apprendre, c'est tout à fait possible. Donc c'est pour nous un gros travail de pédagogie finalement, et surtout de discussion, d'arriver à faire passer ces messages-là. On pourrait imaginer, alors on le fait de temps en temps sur certains projets, on pourrait essayer de mettre des programmes qui vont essayer de détecter les gens qui trichent. Mais est-ce qu'au final, c'est finalement leur rendre service? On préfère que gagner en maturité plutôt que d'être sûr absolument de vérifier systématiquement, et qu'une fois qu'il n'y aura plus de moulinette pour vérifier la triche, ils se remettront à tricher parce qu'on les a brimés avec cette moulinette pendant 3 ans et qu'ils seront contents de pouvoir aller retricher dès qu'ils pourront derrière. Et s'ils font ça en boîte, ça va être un peu plus délicat, ça va se voir plus rapidement probablement, ça va peut-être donner des résultats donc il vaut mieux qu'ils trichent à l'école qu'ils trichent en boîte, je pense. Donc c'est un gros travail pour leur faire comprendre ça. Et finalement, voilà, on a un public qui est une population qui est très hétérogène. Il y en a certains qui ont déjà cette maturité-là. Il y en a d'autres qui, pendant les 3 ans, doivent acquérir une forme de maturité pour pouvoir finalement avoir un vrai niveau pro, parce que sinon aussi, c'est souvent lié à un relationnel qui est plus difficile, et ça va aussi poser d'autres problèmes pendant les stages ou derrière au niveau de l'embauche. Merci à tous et très bonne fin de journée, Tiad.